Donc, la question des comportements humains qui sont ambigus, c'est-à-dire où se superposent le biologique et le social. L'exemple paradigmatique, c'est la marche telle que l'analyse Marcel Mauss dans son article Les techniques du corps. Eh bien, ces comportements vont poser la question de savoir si on peut délimiter de manière précise la sphère du naturel et celle du culturel. Pourrait-on envisager un être humain qui ne serait que pure biologie, par opposition à ce que nous sommes, nous, êtres plus ou moins civilisés, à savoir un mélange de biologique et de culturel, un mélange de biologique et de social. Donc je lis les deux paragraphes en question. S'il est relativement aisé d'établir la distinction de principe entre donc le biologique et le culturel, la difficulté commence quand on veut opérer l'analyse. L'analyse étant la séparation du culturel et du biologique. Cette difficulté est elle-même double. D'une part, on veut essayer de définir pour chaque attitude une cause d'ordre biologique ou social. D'autre part, chercher par quel mécanisme des attitudes d'origine culturelle peuvent se greffer sur des comportements qui sont eux-mêmes de nature biologique et réussir à se les intégrer. Donc en fait, la question est effectivement double. Premièrement, où commence la nature, où finit la nature et où commence la culture dans un comportement humain, tel que la marche, je ne reviens pas là-dessus, et surtout comment, en fait, un être humain parvient-il à intégrer du social, du culturel, dans un comportement qui est purement biologique. Nier ou sous-évaluer l'opposition, c'est s'interdire toute intelligence des phénomènes sociaux, et en lui donnant sa pleine portée méthodologique, on risque d'ériger en insoluble mystère le problème du passage entre les deux ordres. Donc certes, il faut distinguer le social et le biologique, parce que sinon, la biologie n'a pas d'autonomie, la sociologie n'a pas d'autonomie, mais si on établit une muraille de Chine entre le social et le biologique, on est incapable de comprendre comment des comportements sociaux se greffent sur des réactions réflexes, sur des comportements spontanés. Où finit la nature? Où commence la culture? On peut concevoir plusieurs moyens de répondre à cette double question, mais tous se sont montrés, jusqu'à présent, singulièrement décevants. La méthode la plus simple consisterait à isoler un enfant nouveau-né et à observer ses réactions à différentes excitations pendant les premières heures ou les premiers jours qui suivent sa naissance. Je reviens tout de suite après là-dessus. Il est vrai que le hasard a parfois réussi ce dont l'artifice est incapable. L'imagination des hommes du XVIIIe siècle a été fortement frappée par le cas de ces enfants sauvages, perdus dans la campagne depuis leurs jeunes années et auxquels un concours de chance exceptionnel a permis de subsister et de se développer en dehors de toute influence du milieu social. Mais il apparaît assez clairement des anciennes relations. Alors, les anciennes relations, c'est pas mes ex. Les anciennes relations, c'est les anciens récits, relations relatées. Il apparaît clairement des anciennes relations que la plupart de ces enfants furent, je finis ce paragraphe, furent des anormaux congénitaux et qu'il faut chercher dans l'imbécilité dont ils semblent avoir à peu près unanimement fait la preuve, la cause initiale de leur abandon,
et non comme on le voudrait parfois son résultat. Autrement dit, si les enfants sauvages sont un peu abrutis sur les bords, c'est parce qu'ils l'étaient déjà et c'est pour ça qu'ils ont été abandonnés dans les strauss. On revient là-dessus demain.